Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art du 18 septembre 2007. Notre sujet d'aujourd'hui sera l'art russe d'hier et aujourd'hui et nous ferons des comparaisons entre la France et la Russie. L'invitée d'aujourd'hui est Marina Baskevitch. Ceci fait suite à notre visioconférence du 7 décembre 2004 qui traitait du marché et de l'expertise en art. Durant cette visioconférence, notre invitée était Aline Gérard de l'Université de Paris 1 qui nous avait parlé de l'art de Russie et d'URSS des années 1980 en France et en Russie. Ce même jour, Bernard Bois nous avait présenté les ventes publiques 2004 d'art russe. Et le 16 mai 2006, lors de la visioconférence Art politique, droit fiscalité, nous avions rendu un hommage à Aline Gérard, qui était décédée. Par ailleurs, toujours lors des visioconférence Art et Art, le 13 mars 2007, Kirill Makrov et Charlotte Valigora nous avaient parlé des peintres russes de l'école de Paris. Comme vous le voyez, nous avons parlé de l'histoire, c'est-à-dire l'école de Paris du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle. Puis Aline Gérard nous avait parlé de l'art russe des années 1980, avant la grande ouverture sur l'Europe et le reste du monde. Et aujourd'hui, Marina Baskevitch va nous parler justement de l'art contemporain, de ce qui se passe en Russie maintenant, et la grande évolution depuis 15 ans. Puisque, si j'ai bien compris ce que disait Marina, en effet, lors des années 80, la Russie était encore fermée au reste du monde, donc les artistes cherchaient à venir à Paris. Pas seulement à Paris, mais sortir du pays. Et après, ça a changé. Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est assez difficile de convaincre les artistes de faire leur expo ailleurs qu'en Russie. Parce que ça marche tellement bien en Russie, il y a tellement d'argent, il y a tellement d'amateurs, d'acheteurs, qu'ils vendent beaucoup mieux que par exemple en France. Depuis plusieurs années, j'ai commencé à faire l'expo en France à partir de l'année 92 et je vois comme c'est dégrade. C'est vraiment pas intéressant maintenant. Parce qu'il y a le problème en France, je ne veux pas parler, c'est pas le thème que je veux parler aujourd'hui, mais les gens en France, ils rentrent maintenant dans les galeries, comme dans le petit musée, ils regardent, ils disent que c'est formidable, ils sortent. C'est vrai? Ils veulent plus dépendre, ils veulent plus payer. Et ils commencent, même s'ils pensent peut-être acheter quelque chose, ils commencent tout de suite à diviser le prix par deux. Cela veut dire que ce n'est pas intéressant pour les artistes russes. Ici, on met le prix plus bas qu'en Russie. On vend beaucoup mieux. C'est aussi assez cher maintenant en Russie. C'est pareil, il faut louer la galerie pour chaque artiste, où il faut trouver l'endroit. Il y a plusieurs galeries à Moscou. Je ne sais pas si vous étiez là-bas. C'est vraiment une ville qui est très très moderne, qui devient, comme on dit déjà, New York de l'Europe. C'est les villes qui bougent, les gens très actifs. Je parle que de grandes villes, je parle de Moscou et de Saint-Pétersbourg, que je connais un peu moins la province, mais il y a des choses en province aussi qui bougent. Et je voudrais dire que
les grands artistes, même qui sont partis grâce à l'aide de grands galeristes comme Claude Bernard, par exemple, non-conformiste qui l'aidait à partir de Russie, quand même ils vendent maintenant toutes ces œuvres en russe. C'est russe qu'ils achètent partout. Et ils avaient comment, notamment les artistes qui avaient aidé Claude Bernard, par exemple, c'était Steinberg, c'était Boris Zaborov, Tselkov, il était à part, mais les grands rabbins, cette génération qui a déjà 80 ans, entre 70 et 80, ils n'ont plus le tableau. Parce que j'ai par exemple les collectionneurs de Russie qui m'appellent, qui demandent est-ce qu'ils peuvent acheter quelque chose chez Alex Nikolaevich Tselkov. Je téléphone à Tselkov, il m'a dit Marina, excuse-moi, tout est vendu. Il n'a pas posé le pinceau, le tableau est parti. Surtout après Sotheby's et Christie, qui par exemple le 15 juin cette année, et c'était à Londres, et le tableau pas très grand tableau de Tselkov, il est parti à 440 000 dollars. Et après, il a vendu encore 5 ou 6 tableaux. Après ça, il n'a rien. C'est le flot de collectionneurs qui est venu, qui a tout acheté. Il y a les queues déjà pour le mois de novembre, quand il a dit peut-être il va avoir quelques tableaux. Pareil avec Rabin, avec tout le monde, c'est pareil. Cela veut dire, ici, russe, c'est maintenant quand même les tendances qui est bien, malgré qu'il y a énormément d'argent, on ne sait pas, ils viennent de pétrole, ça on le sait très bien, mais les gens, ils veulent dépenser pour faire le musée privé, pour faire les collections, c'est un petit peu revient comme c'était avant la Révolution. Et il y en a déjà le petit musée privé de l'art russe de différentes époques à Moscou. Je pense à Saint-Pétersbourg aussi. Moi, je suis moscovite, j'ai plus de relations avec Moscou, mais je pense que c'est pareil, ça commence à être pareil partout. Et l'époque, elle est élargie. Maintenant, les collectionneurs russes, ils achètent pas que... Ils veulent faire revenir les tableaux qui étaient un petit peu dispersés au monde, vous connaissez bien, ils veulent les faire revenir en Russie. Comme ils ont fait avec les eaux de Fabergé. Quand un millionnaire, il a acheté toutes les collections, je ne sais pas pour combien de milliards de dollars, il a fait tout rentrer en Russie. Ce qui est un très bon signe. Et alors, les classes moyennes qui se forment en Russie, ça on le voit, ils achètent aussi. Et jusqu'à 2000 $, ça ne pose pas de problème. Cela veut dire dans la grande salle comme la maison centrale d'artistes, il y a une très grande maison en plein centre de Russie, de Moscou. Et en permanence, c'est l'exposition permanente de différents artistes. Il y a énormément de monde qui rentre, qui vient, qui achète, qui ne négocie pas. C'est pour sa maison, soit pour sa date, pour son appartement, pour le cadeau corporatif. Cela veut dire c'est vraiment... mais il y a tendance que c'est difficile de convaincre les artistes de faire l'exposition ailleurs. Et moi qui, depuis plusieurs années, le fais, maintenant, vraiment, il faut pousser, il faut quelque chose, parce que dans leur CV, il y a déjà tous les pays. Ils ont fait partout. Au début, c'était intéressant de mettre que l'exposition à Paris, l'exposition à Londres, l'exposition à New York. Maintenant, c'est fini. Et vraiment, ça pose des problèmes. Voilà, 3 artistes qui, je pense, faire avec Lise dans sa galerie, c'est un sculpteur qui... Déjà, qui est maintenant l'exposition dans la Grande Galerie Amsterdam, il doit venir pour reprendre quelques sculptures. Il vient en bois, après en bois, il vient ici. Il a plus de propositions qu'il a les œuvres. Oui, alors donc par exemple, cet artiste-là, alors il s'appelle comment? Vereshchagin, Evgeny Vereshchagin. D'accord. Il y a maintenant, il y a absolument, on peut trouver de tous les styles. Si avant c'était très intéressant parce que c'était interdit, c'était que le classique, que l'officiel, l'art officiel qui était permis. Maintenant, on peut trouver absolument tout. Par exemple, l'abstrait, c'est Kuznetsov. Oui, on va regarder. C'est Inde, parce qu'en Russie, l'école, elle est très forte. L'école de Beaux-Arts, elle était toujours l'école, grand institut de Surikov en Russie, institut Morepin à Saint-Pétersbourg, c'est vraiment une très, très forte école d'art. Oui. L'école supérieure.
l'extérieur. Cela veut dire quand même c'est tout son professionnel qui vraiment font les choses très intéressantes pour chaque goût. Et pour l'art comme l'art, pour les musées, pour tout. Et les musées de Russie, ils achètent aussi, et ils font de leur collection, les musées officiels aussi. Il y a, c'est-à-dire ce qu'on parlait avec Lise, que vraiment il y a le choix extraordinaire en Russie. Je ne sais pas combien il y a d'artistes, peut-être déjà la population est énorme. Et, chacun, ça revient parce que quand même l'éducation en Russie était toujours à partir de bas âge, il est très fort. Toute la famille devait ramener ses enfants faire la musique, le patinage artistique et le dessin. Et après c'est la demande qui est choisie, mais quand même la base était toujours donnée. Ça veut dire que quand même c'est la population qui était très cultivée. Ça a été perdu pendant l'année très difficile, l'année 90. Ça a été un peu perdu, mais maintenant ça recommence. Cela veut dire c'est potentiel pour les acheteurs et pour les amateurs d'art très fort aussi en Russie. Alors que nous, on a, en effet, on avait observé tous ici qu'il y a eu pendant pratiquement une génération perdue, notamment au niveau des beaux-arts, alors que en Russie, d'après ce que dit Marina, au contraire, ça a continué à... Mais ça, on le voit, en Russie, les gens, les Chinois, ils viennent, ils achètent en Russie les tableaux, les Chinois riches. Ils achètent, ils ramènent j'ai vu parce qu'il faut faire, quand on fait sortir les tableaux de Russie, il faut la permission du ministère de la Culture. Et on voit. Et même pour les contemporains. Tout. À partir de quelle somme? Ah non, c'est pas grave. Même ils te font le tampon, que ça coûte rien du tout, ça présente pas. Ah oui, il n'y a pas de taxe, ni rien. Voilà, mais tu peux le faire sortir, mais il faut quand même passer par le ministère de la Culture. Et on voit les Chinois qui achètent des dizaines de tableaux qui font toutes les galeries. Et il y a les galeries très intéressantes en Russie, vraiment au niveau international. Parce que nous, on ne le sait pas tellement en France. Hein. Moi, je savais. Alors, par exemple, je vous posais la question de combien y a-t-il d'habitants à Moscou? À Moscou, officiellement, il y a, il me semble, 10 millions ou 11 millions. Mais c'est le chiffre officiel. Mais en principe, il y a à peu près 20. 20 millions. Il y a tellement de clandestins, c'est le même problème. Oui, c'est un pays, en fait, contrairement à l'image qu'on peut avoir ici, c'est un pays très dynamique. Oui, et l'immigration est très forte. Chez nous, c'est les immigrants de Chine, du Vietnam, de l'Asie centrale, du Caucase. Ça veut dire ça. quand même toujours une tradition artistique. Il faut appuyer, autrement on n'entend pas. Excusez-moi, madame. Vous pouvez reprendre, redire, il n'y a pas de problème. Je dis qu'il y a de toute façon une tradition artistique très riche, développée dans tous ces pays-là. Hein, oui. On a complètement occulté ça. Tout mélangé. Mais c'est vrai que c'est... C'est très mélangé parce qu'on dit l'art russe, mais il y a de toutes les nationalités. Avant, c'était quand même 15 républiques différentes. L'esprit tout à fait différent. L'esprit d'Asie, l'esprit caucasien. On le voit bien avec Vereshchagin, que vous allez présenter donc, du 11 novembre, c'est ça, au 21 novembre, c'est ça? Oui. Voilà. Avec un vernissage, vous êtes bienvenue le 13 novembre. On voit bien qu'il y a une influence, je me trompe peut-être, hein, mais un peu mongole ou un peu asiatique. Bien sûr. Et maintenant, il y a les filles. Voilà, qui expose chez nous aussi le Kazan, c'est Tatarstan, c'est le pays musulman. Chez nous aussi, il fait l'art absolument. Alors lui s'appelle comment, pardon? Khairulina, mais ça c'est compliqué. Elena Khairulina. Et donc lui, de quelle région donc Kazan, c'est Tatarstan. D'accord. C'est le pays musulman, pas loin de Moscou, nuit de Moscou, mais c'est pas loin pour la distance en Russie, c'est pas loin du tout. Pour vous, c'est combien vous dites? Une nuit de train. Et ça fait quoi? Ça fait des 1000 kilomètres, non? Non. 2000 kilomètres? Non, 1000 peut-être. Ah, 1000 kilomètres, d'accord. Comme ça. Oui. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est lui. Et là, vous aviez présenté, je voyais avant. C'est un catalogue il y a quelques années quand voilà. on travaillait. Vous avez présenté plein d'artistes.
Il y a, non, cet artiste, c'est un haut fortiste, mais qui est mort, mais c'est le fortiste de très grand niveau, le niveau mondial, c'est un académicien qui est vraiment, mais ça... Alors, il s'appelle comment? Nikireev. Nikireev. Ça se vend, on a vendu tout et maintenant... c'est de l'eau forte, alors? Dans le musée, mais c'est... Hein? C'est de l'eau forte, c'est ça? C'est l'eau forte. D'accord. Mais c'est le fort extraordinaire, c'est la finesse. Oui, une grande finesse dans le travail. Hein. Ah oui, oui, oui. Le travail des grilles aussi. Ouais. Il a son école, il y a ses élèves maintenant qui aussi, ils ont maintenant 50 ans, mais qui font des choses qui sont pas mal. Alors, vous pouvez répéter son nom, excusez-moi? Ce monsieur? Oui. Nikireev. D'accord. D'accord. Stanislav Nikireev. Je vais encore en montrer une autre. Mais en effet, c'est d'une finesse incroyable, ouais. Oui. Et lui, il est de quelle région de l'URSS? Près de Moscou. D'accord. Près de Moscou. Et il avait quel âge? Donc il avait... Quand il est mort, 75. 75 ans, il est mort en mois d'août. Mais vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a un Tate Gallery, il a ses œuvres beaucoup. C'est écrit, il est dans plusieurs musées. Et ces dessins se vendent combien? Ce sont des eaux fortes, ça. C'est des eaux fortes. Mais avant sa mort, on a vendu 600 €. Maintenant, c'est déjà, il y a le 20 aux enchères Gélios en Russie, qui aussi devient très fort. Ils vendent 2000, ça commence à partir de 2000. Ça veut dire, je ne sais pas combien. Ça, c'est aussi les eaux fortes de son élève, les eaux fortes en couleur. Ah non, c'est des eaux fortes aussi, d'accord. Les eaux fortes aussi. Et il s'appelle comment, lui? Zorin. Ah, Zorin, d'accord. Oui, et d'ailleurs, je vais vous montrer parce que Marina a apporté un catalogue de Zorin, donc on va vous le montrer. Non, c'est pas Non, ça. pardon, Voilà, excusez-moi. C'est pas que Voilà, d'accord. Oui, catalogue, oui. c'est le petit D'accord. modèle. Donc c'est lui, on le voit ici, d'accord. Oui, oui, oui. Ils sont très bien équipés. Maintenant, il n'y a plus de problème pour matériel, il y a tout. Oui, c'est-à-dire en l'espace de 15 ans, c'est comme ce qu'on m'expliquait pour la Chine, il y a eu un changement radical. Plus qu'ici. Plus parce qu'on ramène des choses ici. Ça avant, c'était dans d'autres Pardon? sens. Et il faudrait appuyer sur le bouton. Après 93, quand même, parce que 91, c'était l'année très difficile. 11, 12, après, ça a commencé. Et même après des falls de 98, ça remontait beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un autre artiste dont vous aimeriez nous parler dans ceux-là? Non, mais on peut parler, il y en a, j'ai l'équipe d'artistes qui est assez large, mais c'est un petit peu, je parle un petit peu comme ça, il y a de tout. Il y a des aquarelles, on vend aux États-Unis aussi pas mal. On est présente aussi. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a une transformation radicale du pays en l'espace de 15 ans, et Oui. qu'un pays qui, on l'avait vu avec Aline Gérard, Bernard, on a parlé de l'hommage qui avait été fait à Aline Gérard et quand elle était venue, parce qu'elle avait parlé en effet de ce qui se passait sur le marché de l'art et dans l'art en général dans les années 80 en Russie. Et c'est intéressant, c'est que Marina, là, nous parle d'une période historique. On voit que la période historique a complètement changé, que le pays a été complètement bouleversé depuis ce que nous racontait Aline Gérard, en fait. Hein. Là, maintenant, il y a une grande ouverture, un grand nombre d'artistes qui sont très formés, contrairement à nous, où il y a une génération qui ne sait plus dessiner, qui ne sait plus sculpter. Donc, eux, ils ont continué à être formés. Et en plus, l'économie fait qu'il y a un grand nombre de collectionneurs éduqués qui s'ouvrent et qui veulent économiquement aider. Commencer à avoir le goût d'acheter des choses. Avant, c'était pour dépenser d'argent. Maintenant, c'est très difficile de vendre n'importe quoi. Quand même, il commence... Vous avez prononcé le seul mot important pour la clientèle, c'est éduquer. Voilà. Oui, mais ils sont très éduqués quand même, par rapport à nous. Même mais nouveaux riches, ils n'étaient pas éduqués. Maintenant, ils commencent. Oui, mais voilà. Ils commencent. Mais c'est intéressant, ce que Marina m'a appris, c'est que c'était quand même que les Chinois maintenant vont acheter de l'art en Russie. Les milliardaires chinois, viennent pas en Europe acheter, hein. Ils vont acheter en... partout, mais en Russie... On voit très peu en France, hein. Enfin, en France, peut-être à Londres, hein, mais pas en France, hein. Ils ont le choix. Oui, en Russie, ils ont le choix. S'il y a tant d'artistes, ils ont le choix. Regardez, en France, vous venez, vous regardez, c'est vrai qu'il y a très peu de choses. Il y a le choix, mais aussi c'est vrai. Oui, il y a très large. Non, ce qu'elle disait, ce que expliquait Marina, que je ne savais pas, c'était grâce à elle que je l'apprends, c'est qu'en effet,
Moi, on m'avait dit de venir à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y a 2 ans, et j'avais pas eu l'idée d'y aller parce que je pensais pas que c'est aussi dynamique que ça. Ah, si. Donc, à Moscou, par exemple, Marina m'explique qu'il y a plus de 300 galeries au moins. Je pense, peut-être même beaucoup plus, je ne sais pas, je ne connais pas le nombre exact, mais il y en a et chaque jour encore, il y a les galeries qui s'ouvrent. Oui, donc c'est intéressant parce que je ne sais pas pour ceux qui sont dans la salle, mais personnellement, moi, je n'avais pas réalisé cette évolution. On me l'a appris pour la Chine, ça je sais que Pékin en 15 ans a changé complètement, Shanghai aussi, mais je ne savais pas pour Moscou, parce que les médias nous donnent plutôt une image négative. Hein. Les médias ne donnent pas une image négative, les médias peuvent maintenant acheter, donc ils achètent de la peinture, ils viennent acheter des bijoux en France, ils viennent acheter quelque chose, ils ont maintenant de l'argent, et qu'avant ils n'avaient pas. Pas tellement de bijoux en France parce que en Russie il reste énormément de bijoux extraordinaires parce que oui, même Cartier vit là-dessus. Oui, Cartier peut-être, ça c'est pour les marques. Ça, oui, mais ils achètent les marques. Oui, il achète les marques, mais les vrais bijoux, quand même, les bijoux de l'époque impériale, il y en a énormément à Saint-Pétersbourg. Il y a les salons d'antiquité 2 fois par an à Moscou, où viennent beaucoup de galeries de France aussi. Oui, mais justement, Marina, ce qui était intéressant, c'est voilà. C'est pas le salon. Les galeries des antiquaires qui français qui sont allés, ils m'ont dit qu'ils vendaient rien à Moscou. Énormément de salons maintenant, mais salons d'antiquité, ils vendent pas mal leurs tableaux, ils vendent des choses, mais par le meuble, ça marche pas encore parce que ça, c'est pas encore se développé. Oui, ils achètent les tableaux. Les tableaux, non, mais les meubles, ils cherchent déjà les meubles russes, modernes russes, qui s'appellent russki moderne, qui restaient encore en Russie. Mais le meuble de l'époque différente occidentale, c'est pas encore dans les mœurs, mais ça va venir, je pense. Non, mais c'est logique, c'est-à-dire que par exemple, nous, on voit bien quand on analyse au niveau mondial les tendances, les premiers collectionneurs, on voit par exemple pour Maastricht, hein, par exemple les Néerlandais, les Hollandais, etc., ils vont plutôt acheter en priorité la peinture hollandaise. Hein. Les Français, très souvent, vont se tourner vers leur 18e français, vers ce genre de choses. D'abord. Et ce n'est qu'après qu'ils se tournent. Oui, c'est possible, oui. Mais les Russes, maintenant, ils n'achètent pas que la peinture russe, ils achètent les autres. Toujours, je me souviens aussi de l'école, c'est toujours l'impressionnisme français, c'était dans les programmes. Cela veut dire quand même, les Russes, ils connaissent très bien et ils cherchent. Alors, cet artiste, pardon. Il y avait justement un article dans Le Monde dimanche lundi sur les... Ah, vous l'avez. Voilà, donc elle a amené l'article, justement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet article, Marina? Non, mais... Donc, ça s'appelle L'âge de raison des milliardaires. Milliardaires russes, oui, mais ça... Alors, est-ce qu'il est bon ou non, cet article? Non, c'est normal, c'est réaliste. Oui, c'est ce qui se passe, c'est normal. Ce qu'ils disent, ils ne disent contrairement de ce que moi je dis, c'est la même chose que les Russes maintenant. C'est élargi, c'est pas seulement ça de l'époque, et il est prêt de dépenser énormément d'argent pour ça. Il y a les grandes ventes maintenant à Londres et à New York. Oui, et à Moscou. Où les prix sont... Oui, mais elle dit à Moscou, et ça on nous l'apprend moins. C'est installé maintenant à Moscou, ils vendent là-bas sur place. C'est qu'il y a un marché florissant à Moscou. Est-ce qu'il y a des grandes salles de vente aux enchères comme Sotheby's ou Christie à Moscou? Voilà ce que je viens de dire, que oui, ils s'installent, Sotheby's s'installe à Moscou. Il y a Gelos aussi à Moscou, c'est local, le vente aux enchères de comment il s'appelle, pardon? Gelos. Il y a Gelos, ça m'intéresse, ça. Je vais vous donner après. Donc la maison des ventes russes, donc... pas seulement de Russes, oui, moscovite. La vente maison russe, mais qui ne vendent pas seulement la Oui, je comprends, mais c'est une maison russe. Ah, ça m'intéresse. Ça s'appelle comment? Gelos. G-E-L-O-S pour nous. Oui. D'accord, c'est bon à savoir. Parce que je connaissais pas non plus. Parce que... Un Français m'a demandé de vendre les monnaies russes qu'il avait dans sa collection en Russie, parce que c'est beaucoup plus cher qu'il pouvait vendre ici. Oui, c'est ça. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'est pas très... On nous parle tout le temps du côté un peu folklorique des fameux milliardaires russes, mais on n'explique pas que le pays lui-même fonctionne très bien de façon interne. Non, comme en Chine. On ne peut pas dire qu'il fonctionne très bien. Pour l'art. Je parle de l'art, hein. Là, on parle que d'art, nous. Oui, on ne tombe pas dans l'économie, il y a des choses différentes, mais le pays est en période de développement, ça c'est sûr. Ouais. Donc,
Oui, bien sûr, mais c'est bon à savoir. Moi, j'avoue que j'étais complètement ignorante de ce phénomène. Et qui est cette peintre dont vous me parlez? Donc, monsieur Anatoly, oui, alors qui est-ce? C'est un artiste aussi que je présentais ici. Il est artiste abstrait. Donc, c'est ce qu'on montrait. Intéressant. Voilà, non, mais pour montrer un petit peu la gamme de l'artiste qui font les choses absolument différentes. On peut trouver, c'est permis maintenant tout et chacun sorti. Oui, voilà, c'est qu'il y a plein de tous les styles. Tous les styles, oui, oui. Tous les styles, toutes les tendances sont présentes. On peut les trouver, elles sont russes. Mais c'est important quand même de le dire parce que on pouvait croire. Voilà. Alors autrement, et lui, qui est-ce alors? Alexis Medvedev. Ça, c'est de petites villes provinciales et qui fait le crayon sur papier. Aussi, c'est intéressant aussi ce qu'il fait. Vous voyez ce qu'il voyageait parce qu'il était partout en Vietnam, et après on voit Afrique, il était partout et ça lui donne. Ah, donc c'est du crayon sur papier. C'est très joli. En plus, on croirait vraiment de la peinture, hein. Ouais, c'est magnifique, hein. Non, c'est crayon sur papier. Crayon sur papier, c'est très beau, hein, on croirait, je sais pas, et ça aussi, donc c'est lui, hein. Et de quelle région, lui? Il est de Tambov, la petite ville, aussi pas loin de Moscou, 200 km. Et quel âge il a? 40. Ah, c'est un jeune, alors, hein. C'est beau pour ceux qui aiment le dessin. C'est beau, hein. Ah oui, c'est beau. Et donc, vous l'avez montré, lui aussi, à Paris? Oui. Oui. Voilà, donc il y a lui, parce qu'on va montrer tous les artistes que... C'est pas tout. Pas tous, mais quelques-uns, pour montrer la grande diversité. Voilà. L'Azerbaïdjan, qui est extraordinaire aussi, un petit peu dans le oui. Chagall. Alors là, on va montrer celui-là, qui est plus classique, mais qui est un grand... designer. Il fait le design de plusieurs musées. Alec Pahom, on fait Alors, quel musée, par exemple? C'est le musée de Beaux-Arts de Vologda, de Tchuripavets, c'est aussi la ville de province. La ville de province? Oui. C'est quelle... Aussi, c'est pas loin de... C'est toute la Russie, c'est la Russie maintenant, il n'y a plus de... Oui, je comprends, mais pour situer géographiquement par rapport à Moscou. Vologda, c'est aussi peut-être 200 ou 400 km. D'accord. Et ça, donc, c'est aussi le musée, non? Voilà, c'est le musée qu'il a fait... Donc, il fait... Ses projets. Donc, il fait de l'architecture d'intérieur de musée, et en plus... il fait de la peinture, donc on montre ici... Oui, et l'huile sur toile, le pastel, il fait, plus il fait les décorations pour le théâtre, pour le spectacle. Voilà, donc je montre à l'écran donc les peintures qu'il fait, ainsi que, et en plus il fait la décoration intérieure de... Ça c'est pour spectacle. Ah d'accord, c'est des décors plutôt de théâtre, hein. D'accord, et ça c'est plus la peinture qu'il fait. Voilà, ça c'est plus... Voilà. Plus il fait le pastel qui est maintenant dans l'expo. D'accord, donc je vais vous montrer encore... Parce qu'ici, c'est des amateurs donc, de peinture, donc c'est pour ça que je tiens à leur montrer. D'accord, donc c'est la peinture qu'on dira plutôt classique, mais qui est une belle peinture. Et donc, il y a un autre artiste là qui s'appelle Nikolai Burtov, qui est moscovite. 50 ans. D'accord. Qui plaît beaucoup aux Français. Il y a le collectionneur pour lui. Là, je me demande si Aline Gérard n'avait pas parlé de lui, Bernard. Je ne sais pas. Burtov. C'est l'esprit des peintures qu'elle montrait quand elle faisait les ventes aux enchères publiques là en France des artistes russes. C'est en effet ce genre de peinture qu'elle montrait. Oui, à l'époque c'est des wagons de tableaux de joueurs russes qui partaient en France. Où est-ce qu'ils exposent à Paris? Pour le moment, il y a l'exposition 161 rue Saint-Jacques. Elle a une galerie aussi maintenant à Paris. 161 rue Saint-Jacques, c'est jusqu'au 30 septembre. Elle montre des artistes russes tout le temps. Oui, et après, à partir de 11... Alors, pendant un petit... Elle va montrer 3 artistes russes, donc un sculpteur et 2 peintres. Et donc, elle fait tout un travail de fond sur les artistes russes. Hein? Et là, Kekonti, vous aviez exposé, c'est quelle année? C'était quelle année? 2000-2004 peut-être. 2000-2004. 2002, 2003. Là, on va montrer aussi, parce qu'il y a des artistes que je connais absolument pas, hein, j'avoue. Ça, c'est sur les céramiques, tout ça. Non, ça, c'est des céramiques, oui, ça c'est... Lukianova, c'est ça? Lukianova, oui. D'accord.
Ça, ensuite, on va montrer plutôt Ça, ce sont des aquarelles. Ouloumbekov, c'est ça? Voilà, ça c'est aussi l'autre, c'est d'Asie. Ah, d'Asie. Asiatique, oui. C'est un bel univers, ça c'est quoi? C'est ah, c'est des aquarelles. Des aquarelles. D'accord. Donc là, c'est Lazarev. Lazarev, oui. Donc c'est très différent des faits, on voit dans l'esprit. Hein. Oui. Alors, il est de quelle région et quel âge? De Moscou, 40 ans. 40 ans. Donc c'est des jeunes en fait. Hein, pour, 40 ça, c'est oui, c'est chez vous. Pour nous, c'est jeune, c'est vrai. Hein. 25 ans, c'est toujours jeune. 25 ans, chez nous, ils doivent être indépendants complètement. À 25 ans, tout le monde travaille. 21 ans, on termine l'éducation supérieure. À 20 ans? 21 Ah oui. ans. Ah. 21 ans. C'est-à-dire que les gens passent le bac à 16 ans? 16 ans, oui, j'ai passé le bac à 16 ans, après 5 ans de l'université, et après c'est tout, et après Ah oui, donc il y a des grands décalages, c'est qu'à 21 ans, ils sont sortis de l'université. Hein. Oui. Ça leur laisse une fraîcheur que n'ont pas nos étudiants. Qui non, mais en plus, comme disait, 25, 26 ans. Comme disait madame, qui est intéressant, comme disait Marina, c'est qu'en plus, c'est comme en Pologne, c'est-à-dire qu'ils sont éduqués très jeunes à l'art. Ah oui, tout à fait. On ressent bien, c'est sans complexe. C'est comme c'est, on aime ou on n'aime pas, mais oui, bien sûr. On a l'impression qu'il y a une liberté, chacun ils font les choses comme ils oui, voilà, après c'est le goût, voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Donc là, c'est Oleg Nefetkin. Ça, c'est ce qu'il fait classique, mais il y a des choses abstraites chez lui qui étaient tous vendus aux États-Unis. Faites attention parce que tout s'enregistre. Alors, tout s'enregistre, alors il vaut mieux ne pas. Il faut éteindre dans ces cas-là quand vous faites une aparté, s'il vous plaît. Hein. Donc Oleg Nefetkin. Il travaille dans des genres différents, il a fait des choses très classiques, très réalistes, et il fait les choses abstraites. Donc c'est lui, ça? Il collectionne les choses abstraites ici en France, mais c'est il y a 4 ans, et aux États-Unis. Et donc il a quel âge, lui? 50. D'accord. Et ça, c'est donc... Ça, c'est hyperréalisme. Dmitri Anenkov. Anenkov de Moscou, qui travaille beaucoup avec la galerie de place, sur la place de Vosges. Qui à Oslo, en Norvège. Il vient de rentrer d'Oslo, il a vendu tous ces tableaux là-bas. C'est hyperréalisme, c'est ce oui, on voit, oui. Trompe-l'œil. Oui, mais ils savent peindre, quoi. Ils savent peindre. Voilà. Oui, ça, ils savent peindre, et après ils choisissent ce qu'ils veulent peindre. Ça, c'est encore une. Victoria Teneta. Oui. Donc là, quel âge elle a? 55 à peu près. Ouais, c'est beau aussi, c'est très classique, mais c'est beau. Et... Un peu symbolisme aussi. Oui, un peu symbolique, c'est vrai, oui. Oui, il a exposé son père de dynastie d'artistes. Son père aussi, il était artiste, sa mère. Oui, il continue. Et donc c'est la peinture à l'huile, hein? Peinture à l'huile. Oui, on voit bien là. La galerie aussi, la propre galerie Victoria qui s'appelle, ici. À Moscou? À Moscou. Ah, sa propre, oui, donc elle tient elle a son atelier qui est aussi galerie. Non, elle expose les autres artistes aussi. Ah d'accord, d'accord. Et ça, c'est... Ah oui, alors que vous allez montrer là, Elle va montrer en novembre. En novembre, donc elle va montrer avec l'artiste sculpteur qu'on a montré tout à l'heure. Oui, mais ça sera peut-être des aquarelles. Voilà, donc c'est cet artiste-là qui sera montré, donc Galina Lopatina. 50 ans de Moscou, et elle est enseignante à Surikov, à cet institut de beaux-arts de Moscou aussi. Ah d'accord. Et donc elle va exposer en même temps que l'artiste sculpteur qu'on a montré tout à l'heure dans l'esprit, voilà, qu'on revoit ici. Voilà, Vereshchagin, voilà. Donc c'est cet artiste, Lopatina et Vereshchagin, qui sera montré. Et troisième artiste, Fomichov, mais je n'ai pas sur lui maintenant rien, j'ai rien. Voilà, que vous pourrez voir au mois de novembre, donc le 13 novembre le vernissage et du 11 au 21 novembre à la galerie rue de l'Anneau. Voilà. C'est un bronze. Voilà. Oui, de l'anneau. Comme ça, on va montrer les artistes russes. Moi, j'ai montré très peu d'artistes russes, si ce n'est Makarevitch, que j'ai montré, mais années 80, donc c'était... voilà, donc c'est un esprit... j'ai pu montrer, moi, des Polonais, pas tellement de Russes. Voilà. Donc, et puis là, on avait encore Burtov, qu'on a montré, je crois, déjà. Burtov, on a montré. Qu'est-ce qu'il reste là, on l'a déjà montré, elle. Oui, d'accord. Et encore Kapiov. Avec un autre livre. Qui était illustrateur de livres. Qui est aussi.
Et tous les catalogues, ils font en Russie, c'est très bien fait. Ah oui. Oui, donc oui. Alors justement, pour imprimer en Russie, quels sont les coûts par rapport à nous? Oh, ça, il faut comparer. Cela dépend de tout. Oui. Parce que par exemple, si on va en Chine, c'est bien sûr plus intéressant. Mais si on va en Russie, c'est le cas ou non? Pour faire des beaux livres. Je ne sais pas, il faut comparer, après il faut regarder combien les livraisons, combien tout ça. D'accord. Combien il faut payer en douane. Voilà. Et alors là, qui est-ce comme artiste? Lui, maintenant il est malade, mais il était illustrateur de livres. Il a fait illustré beaucoup de livres classiques. C'est beau, c'est de l'huile, non? Oui, de l'huile. Il fait aussi, après on voit le travail d'animaliste aussi. C'est beau ça, hein? Oui. Et quel âge a-t-il, lui, alors? À peu près 60. Mais il était piqué par le tic. Ah! Il était paralysé longtemps. Ah bon? Ouais. Et maintenant ça va, maintenant il s'en sort. Et ça, c'est l'influence, c'est donc... Oui, c'est une femme arabe. Ah d'accord, donc c'est la... il a voyagé. Ah oui, donc il a voyagé dans le pays. Ah oui, alors donc on voit en effet tout le travail classique, là, des beaux portraits classiques. Oui. Qui sont très beaux, des beaux... Beau travail. Oui. Oui, la bonne peinture, oui, c'est vrai. Et après, on voit un peu l'illustration. Donc, ce que vous dites, c'est que... Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous montriez plutôt des peintres dans l'esprit que vient de montrer, et qu'il y avait une autre personne à Paris qui, elle, montrait plutôt de l'art conceptuel, c'est ça? Oui. Et elle s'appelle comment? La galerie, elle s'appelle Oriol. Oriol, c'est aigle. Je ne connais pas du tout. Elle est où, à Paris? Mais oui, elle était à Avenue Monceau. Maintenant, ils ont déménagé. Il me semble près du Centre Pompidou. Ah oui, je ne connais pas du tout cette galerie. Oui. Est-ce que quelqu'un connaît cette galerie là? Oro, non, pas du tout. Oriol. Oui, mais c'est où? Non, mais justement, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc, O-R-O. O-R-E-L. O-R-E-L. Oui, je ne connais pas du tout. Oui. Donc, mais bon, vous êtes plus dans la peinture, hein? Voilà. Et enfin, une aquarelle de cet artiste qui s'appelle, si vous voulez bien le rappeler. Kopiov. Mikhail Kopiov est derrière, je pense qu'après doit être quelque chose, voilà, comme animaliste. Il a travaillé beaucoup en Afrique aussi. Ah oui. Ils sont beaux d'ailleurs, ils ont de la puissance. Et puis là, les autruches. Enfin, on voit que tous les peintres que vous montrez savent dessiner, là, c'est clair. Hein, c'est pas des... Ils font pas semblant, même les abstraits. Hein. Ça veut dire qu'il y a un grand marché en Russie et que finalement les Français ont peut-être intérêt à aller faire un petit tour là-bas, voir ce qui se passe dans le monde de l'art. Oui, mais ça c'est sûr, parce que... Oui, mais on le sait pas. Les musées... Non seulement très riches, il y en a en Russie. Oui, mais vous dites en plus un marché de l'art. Comme le musée russe, comme Hermitage, comme le musée Pouchkine, c'est le... Oui, mais sans parler de musée, là, on parle plus de la vie, de l'art contemporain. Mais pour l'art contemporain, il y a des choses intéressantes aussi. Il faut venir, il faut faire les visites de plusieurs galeries. Oui, donc il y a au moins 300 galeries à Moscou. Est-ce qu'il y a encore des musées qui se font du niveau de la galerie Tretakov, par exemple? Est-ce qu'il y a encore... Déjà, Tretakov, il existe toujours. Il y a le musée russe qui a enrichi énormément à Saint-Pétersbourg parce que Poutine est de Saint-Pétersbourg, il donne de l'argent plus à Saint-Pétersbourg. Cela veut dire le musée de Saint-Pétersbourg, ils enrichissent beaucoup. Ah, ils s'enrichissent de plus en plus, régulièrement. Oui. En artistes contemporains. Ils achètent aussi. Ouais. Oui. Et en Moscou aussi. Plus, il y a maintenant les galeries, les musées privés, qui est Novorusse, qui est parce que par exemple, on voit là le milliardaire russe, alors on dit toujours milliardaire, maintenant c'est la grosse mode, on ne sait pas, mais Ousmanov, qui a acheté toute la collection Rostropovitch, à la mort de Rostropovitch, et en effet, comme vous disiez, Marina, quand j'ai appris, il dit, quand j'ai appris qu'une telle collection existait et allait être mise aux enchères, je me suis donné comme but de conserver cette collection. C'est donc, lui, un magnat de l'acier sur la chaîne russe d'information, il a dit ça. Elle doit être conservée dans son pays d'origine, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a tout un travail qui est fait par les milliardaires pour que justement, comme tu disais Marina, il y en a plein maintenant qui vont acheter, même en Europe, les artistes russes de l'école de Paris, par exemple, pour tout rapatrier en Russie, parce qu'ils veulent faire des musées avec leurs artistes. Hein.
Alors il dit, elle doit être conservée dans son pays d'origine. Et il y a donc dans cette collection 450 œuvres d'art russe collectionnées par Rostropovitch jusqu'à son décès en avril. Alors je vais vous citer des noms parce que moi je connais pas. Hein. Alors donc Monsieur Osmanov, il contrôle le holding Metallo Invest. Et avant lui, en 2004, vous en parlez tout à l'heure, des œufs du joaillier des tsars Fabergé avaient été rachetés à la famille américaine Forbes par un autre milliardaire russe, Viktor Vekselberg, et ils sont maintenant exposés au Kremlin. Il les a sauvés comme ça, donc il les a rapatriés des États-Unis. Et là, c'est la même chose. Il a racheté, donc plutôt que ce soit mis aux enchères, il a tout racheté. La collection a été acquise pour une somme, a précisé Sotheby's, qui avait évalué la collection entre 18 et 30 millions d'euros. Hein. Alors, je vais vous parler simplement des artistes que je connais pas. Hein. Non, mais quand même, c'est Valentin Serov, tout le monde doit connaître. Alors, Ilya Repin, hein, Ilya Repin, Valentin Serov, notamment, et Boris Grigoriev, j'avoue, ma méconnaissance, font partie de cette collection Rostropovitch. Hein. Donc, ça corrobore ce que tu dis que les... Non, mais il y a, par exemple, Tseretel, qui est le président de l'Académie de Beaux-Arts, qui aussi lui-même, bien sûr, est peintre et sculpteur. Les Russes, ils n'aiment pas tellement ses œuvres, mais quand même, il faut admettre qu'il fait énormément de choses pour les artistes contemporains, parce qu'il aussi il a créé le musée à Moscou. Alors, qui vous pouvez répéter son nom? Tsereteli. Il a... C'est qui alors, lui? Chez vous. Il est georgien. D'accord. D'origine georgienne, mais il vit à Moscou. Et il a créé le musée d'art contemporain à Moscou. Et il achète, il y a les artistes que je veux présenter aussi dans son musée, parce qu'il cherche partout, il achète des œuvres d'artistes contemporains. Et son métier, c'était quoi, lui? Lui-même, il est grand artiste. Ah, lui-même est artiste? Oui, il est président de l'Académie de Beaux-Arts. D'accord. D'accord. Donc on voit une émergence de grands collectionneurs à nouveau, et d'ailleurs en France on voyait fin 19e, début 20e, les plus grands collectionneurs c'était les Russes et les Américains. Puis avec la révolution de 1917, bien sûr les collectionneurs russes ont disparu. Donc après, on va dire 90 ans, c'est le grand retour, quoi. Oui, maintenant. Collectionne, oui, il n'est pas disparu. Collectionne, reste, il était... je comprends pas, Louis Barbier, quoi? Je disais que les collections sont restées en Russie. Oui. La collection, oui. Nationalisée, voilà. Oui, collection, oui. Mais par exemple, en effet, tous les artistes de Paris de l'école de Paris exilés, ils vont repartir là-bas. Donc il y a une grande volonté, en fait. On pensait pas, volonté personnelle. Et politiquement, la volonté, elle est aussi de redonner vie ou quoi? Aussi, oui, ça c'est sûr. Mais il s'occupe politiquement, c'est une autre chose. Il s'occupe plus d'eux que de l'art. Mais quand même, oui, mais ici aussi. Ils ne font pas d'obstacles pour ça. Et l'art officiel qu'on a connu, alors comment ça se passe? Ça existe, il y a les artistes comme Shilov, il y a beaucoup qui font le portrait officiel, qui continuent. Ils doivent gagner leur vie aussi. S'il y a les propositions, ils le font, les artistes. C'est tout, ils n'imposent pas sur les artistes. Après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais donc maintenant, il y a l'art officiel qui continue, mais il y a par ailleurs un nouvel âge pour la peinture contemporaine, avec des artistes indépendants, on va dire. Nous, on appelle ça des artistes libres. Oui, mais maintenant, on peut dire que tous les artistes, ils sont libres. Non, mais quand on dit libre, c'est qu'ils ne sont pas attachés à quoi que ce soit, quoi. Non, mais maintenant, eux-mêmes, ils créent différentes associations, et ils font l'association internationale, mais ça ne sert à rien, c'est seulement pour donner l'entrée gratuite dans les musées, c'est tout. D'accord. Et donc, à Saint-Pétersbourg, vous disiez qu'à Moscou, il y a 300 galeries, à Saint-Pétersbourg, il y a beaucoup de galeries? Il y en a beaucoup aussi. Aussi? Oui, c'est toujours été la tradition. Ah oui. C'est très culturel, la ville. Saint-Pétersbourg, c'est toujours aussi, c'était comme ça. Et donc, il y a plein de galeries privées à Saint-Pétersbourg? Oui. Ah, je ne savais pas du tout. Voilà, donc, vous voyez... Donc, écoutez, je vous remercie, Marina, pour cette introduction au nouvel âge de l'art russe. Et donc, nous allons nous retrouver le mardi 16 octobre. Je vous rappelle que nous avons
l'Assemblée Générale qui aura lieu donc au siège de l'association, 6 rue de Lanneau. Donc vous êtes tous conviés. Et je vous donne ici les dates de l'année pour ceux qui ne les ont pas. Elles vont être mises en ligne. Donc aujourd'hui, c'était la première séance après les vacances, qui sera suivie du 16 octobre, alors, 13 novembre. Ça sera bien le Valais au Loup, Châteaubriand et les Beaux-Arts. Hein, voilà. Donc 16 octobre, il y aura notamment Bernard Bois. Eh bien, il y aura monsieur Jean-Paul Clément et monsieur Perrault qui viendra de Caen. L'un parlera de Châteaubriand et les Beaux-Arts et l'autre Châteaubriand et la musique. Voilà. Donc il y aura notamment ces deux invités. Il y en aura peut-être d'autres, mais les grands invités, ce seront donc c'est le comité Chateaubriand, c'est ça? Le musée Chateaubriand. Le musée Chateaubriand. Comme ça, les 20 ans du musée cette année. D'accord. Donc pour fêter les 20 ans du musée, il y aura donc une conférence sur Chateaubriand et les Beaux-Arts. Donc ce sera le 16 octobre, d'accord. Et avant, il y aura l'Assemblée Générale, et un déjeuner pour tous les intervenants et amis qui sont les bienvenus. Et ensuite, donc on continue. Alors le 13 novembre, justement, c'est le fameux jour où Marina présentera ses artistes russes. Donc ce sera toujours pour ceux qui veulent, on fera ça après la visioconférence, hein, pour ceux qui veulent découvrir l'art russe, donc rue de Lanneau. Ensuite ce sera le 11 décembre, puis le 15 janvier, le 12 février, le 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin. Et normalement, fin juin, il y aura une grande réunion, en plus du 17 juin, avec tous les grands présidents des syndicats internationaux des grands marchands d'art, qui viendra ici, puisque ce sera la grande réunion de la Cinéa, aura lieu à Paris. Réunion de la Cinéa qui n'a pas eu lieu pendant 22 ans en France. Donc à nouveau, les grands marchands internationaux et les grands antiquaires internationaux vont être accueillis à Paris. Et donc on fera une séance spéciale fin juin, en plus du 17 juin. Voilà. Et je voulais dire que on en parlera lors de l'Assemblée Générale. Bernard Bois va présider un ouvrage sur la critique d'art. Janine Rivet va présider un autre ouvrage sur l'art brut. Et Monsieur Doré, dans le cadre des ouvrages sur le symbolisme, donc fera un ouvrage sur Armand Point. D'accord? Et notre ami Louis Barbier va nous remettre tous les documents pour l'ouvrage en cours sur les experts, qui est en cours de parution. Et par ailleurs, en juin dernier, ont eu lieu 2 nouveaux ouvrages d'art et art sur les marchands. Donc un qui s'appelle Sociologie des marchands et un autre qui s'appelle Portrait de marchands, où vous avez 11 portraits de marchands, je crois. Et il y a bien sûr, comme à chaque fois, des visioconférences qui sont reprises à l'intérieur. Donc il y a les portraits de marchands Ambroise Vollard, Kahnweiler, Louis Carré, Lia Grandbiller, Iris Clair, Levi Wittgenstein. Enfin bref, il y a 11 portraits qui donnent un siècle de marchands de tableaux en France. Non, il n'est pas dedans. Non. Je me souviens plus, mais il y a, je vous dis, je vous ai énoncé quelques-uns. Et dans la sociologie des marchands, il y a l'histoire des marchands depuis avant la Révolution française, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, pour avoir une idée de l'évolution. Et justement, c'est intéressant, par exemple, parce que par la suite, il y aura les marchands, par exemple russes, les marchands américains. Mais comme vous le savez, notre collection Art et Art est thématique, hein. C'est-à-dire que chaque ouvrage est sur un sujet. Et par exemple, si un jour on va en faire un sur l'art russe, on reprendra aussi bien c'est ce que j'ai fait en début ici. Donc je reprends et je remercie Marina et je vais reprendre ce qui a été fait en début. Alors donc Bernard Bois, parce que tu n'as pas... Bon, alors Marina nous quitte, on remercie Marina et on termine, on va présenter donc Bernard Bois, si tu veux présenter, nous parle du musée des peintres de l'école de Murol. Qui est un musée qui est fort intéressant et le conservateur, M. Auxerre, m'a confirmé son accord pour venir à une date à déterminer. Voilà, d'accord. Alors quelques mots sur ce musée. Ben, c'est un musée qui... L'école de Murol a été fondée par l'abbé Boubal
qui était un prêtre, et puis qui a fait venir beaucoup de peintres russes, américains. C'était un petit Pont-Aven un peu auvergnat, et le plus connu des peintres, celui qui a la plus forte cote, c'est Charton, dont cette année, c'est d'ailleurs le thème de l'exposition, parce que chaque année, je connais pas, il y a la collection, il y a le fond de la collection, et il y a chaque année une exposition thématique sur un des peintres. Donc cette année, c'est Charton, qui est fort connu par ses paysages de neige. Il faut retourner peut-être au document. Oui. Et donc, Monsieur Auxerre nous parlera de ce musée, qui est un musée municipal. D'accord, qui est donc financé par la mairie. Qui est financé par la mairie, et qui est ouvert tout l'été, pendant toutes les vacances scolaires, et puis certains week-ends. Mais disons que l'hiver, il est un peu moins ouvert, étant donné qu'il y a peu de monde qui va à Murol. Sinon, donc c'est une belle initiative, parce que ça veut dire que c'est comme quoi une mairie peut très bien avoir son propre musée, quoi. Voilà. C'est une initiative, en effet, qu'il faut encourager. Hein. Voilà. Donc je vous remercie. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir sur quelque chose qui pourrait être intéressant? Donc je vais finir la séance autrement. Donc sur Marina Baskevich. Alors, oui, je voulais aussi vous informer de l'exposition Gus Boffa, puisqu'on en parlait tout à l'heure justement. On travaille aussi, donc Marie-Hélène Grosso va aussi faire un ouvrage sur le Salon de l'Araignée, c'est elle qui le dirigera, et Gus Boffa. Et il y a donc une exposition Gus Boffa qui aura lieu le 20 septembre à la galerie Daniel Delorme. Et donc c'est Marie-Hélène Grosso qui l'organise, qui prête ses tableaux, je crois, je sais pas. Et la galerie se trouve 7 rue Campagne Première. Voilà. Donc si ça vous intéresse d'apprendre plus sur Gus Boffa. Et donc je remercie Marina Baskevich qui nous a fait la gentillesse de nous parler de l'art russe et de nous ouvrir des portes sur l'évolution du marché, qui de façon évidente est absolument foudroyante. Et je récapitule pour ceux qui s'intéressent à l'art russe. Ils peuvent regarder sur notre site ce que l'on avait fait le 16 mai 2006 sur le sujet avec Bernard Bois qui avait fait un hommage à Aline Gérard. Aline Gérard qui nous avait présenté en 2004, 7 décembre 2004. Justement, le travail qu'elle avait fait avec les artistes russes, elle a aidé beaucoup d'artistes russes, elle nous l'avait montré. Et elle collectionnait, elle avait une grande collection. D'ailleurs, à sa mort, tu avais cherché à savoir qu'on pouvait faire de la collection, et tu ne sais toujours pas. Elle avait une grande collection d'amis russes qu'elle avait aidés, hein. Et donc, c'était Aline Gérard qui était venue, donc, le 7 décembre 2004. Ce qui est bien, c'est que grâce à nos visioconférences, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça sur Internet, hein, regarder le sujet. Et le 13 mars 2007, il y avait donc Kirill Makrov et Charlotte Valigora qui avaient fait un gros travail là sur les peintres russes. Et ils vont continuer parce qu'ils vont être édités dans le livre Art et Art sur le Salon de l'Araignée. Ils vont parler beaucoup des artistes russes. Et eux avaient surtout parlé des artistes russes de l'école de Paris, hein, qui fait partie du Salon de l'Araignée. Donc je vous remercie beaucoup pour votre venue et je vous donne rendez-vous le mardi 16 octobre